est 18h passées de 15 minutes dans le studio Kalangu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous de ce vendredi, le forum de la presse de studio Kalangu, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Dans le forum de la presse de ce vendredi, nous parlerons d'abord de la célébration le 13 février de la journée mondiale de la radio sous le thème Radio et paix. Ensuite, il sera question du retour chez elle le vendredi des populations de Teguey qui se sont réfugiées la semaine dernière à Bankilare, région de Tillabéri, à cause d'attaques d'hommes armés non identifiés. Nous parlerons également de l'attaque terroriste menée vendredi 10 février à Intagamey, toujours dans la région de Tillabéri, contre un détachement de l'opération Al-Mahaou en patrouille dans la zone. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Memouna Diado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir Nafisa. Ousseini Issa, journaliste indépendant également. Bonsoir. Bonsoir. Abba Kiari Armi, journaliste à la radio alternative. Bonsoir. Bonsoir Nafisa. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du Forum de la presse. Le monde a célébré le lundi 13 février 2023 la journée mondiale de la radio avec pour thème Radio et paix. À l'occasion de cette journée, l'UNESCO souligne que la radio est un pilier de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix. Je commence avec vous, Monsieur Arimi. Que pensez-vous alors d'abord du paysage radiophonique du Niger? Merci. Je pense que ce paysage est assez fourni, n'est-ce pas? Et je dirais même que les radios sont vraiment bien réparties, y compris dans l'espace, parce que aujourd'hui nous sommes à plus de 150 radios, j'aurais entendu dire. Seulement que, beaucoup ne seraient pas en état de marché, de fonctionnement. Et ça, c'est extrêmement important. Selon vous, qu'est-ce qui expliquerait cela? Je crois que souvent, c'est des pannes techniques. Et cette question d'électricité que les gens ne maîtrisent pas tellement. On installe le solaire parce que les villages souvent ne sont pas pourvus d'électricité, en tout cas fournie par la Nigélec. Et il suffit qu'une batterie se décharge. Si la radio n'a pas un mécanisme de collecte de fonds qui lui permette de subvenir à ses besoins, ça peut rester facilement un mois, un an même, fermé. Et ça, c'est... Voilà, en tant que professionnel des médias, on sait tous que le retard ou bien vraiment la suspension de la diffusion a un impact sérieux sur l'audimat parce que les gens qui sont habitués aux émissions, si ils captent une fois, deux fois et qu'ils n'entendent pas, ils se mettent sur autre chose. Et les faire revenir, c'est tout un travail encore à nouveau qu'il faut reprendre. C'est toute une audience qui est perdue. Voilà, c'est toute une audience qui est perdue. Moi, je pense que si on crée une radio, ça doit être pour toujours. Pour toujours, en ce sens que le besoin de la radio est permanent. On a en permanence besoin de la radio, surtout dans le monde rural, vraiment dans nos villages, où la télévision constitue encore un luxe. Là où l'Internet n'est pas encore arrivé, il ne faut pas se cacher les mots. On parle souvent de WhatsApp ou de Facebook, mais là où je parle là, ce n'est pas encore arrivé. Et il faut aussi savoir lire et écrire, ce qui n'est pas le cas pour la radio. Dans nos villages, les gens ont une longue tradition d'écoute des radios. Moi, je me rappelle quand on était tout petit et que nos parents, ils connaissent exactement à quelle heure BBC diffuse, voilà. Et comment les concerts des auditeurs qui se passent ou à la radio nationale, régionale ou à la radio nationale, que les gens ne ratent pas du tout. Et donc, où les gens profitaient pour faire passer des messages, justement, c'est
hyper important. Je pense que ça reste et demeure le média le plus important chez nous. Il ne faut pas se le cacher, il faut continuer à faire de la radio, améliorer, professionnaliser, vraiment amener nos populations à se coacher parce que c'est par là que tous les messages, y compris les messages de développement, le message sur la santé, sur l'éducation, tout passe. C'est vraiment un créneau de choix pour l'éducation populaire. Il ne faut pas se perdre tout ça de vue. Et si on permet, si une radio privée, communautaire ou privée vraiment individuelle ouvre dans une localité, tout le monde doit s'y mettre pour entretenir le plus facilement possible les communiqués, c'est-à-dire éviter les diffusions gratuites, sincèrement. C'est-à-dire à des coûts vraiment préférentiels, à des coûts qui permettent de recouvrer les coûts. Voilà, la radio. Oui. Il faut essayer de faire payer pour que quand il y a une panne, il y a un début de solution quelque part dans une caisse qu'il faut aller chercher avant de se lancer dans les gros sous. Et aussi veiller à renouveler le matériel parce que ça vieillit. Ça vieillit, de plus en plus, il y a des matériels plus performants, des matériels qui ont une durée de vie, ainsi de suite. Cette année, sans vous couper la parole, la thématique c'est radio et paix. Pensez-vous qu'ici au Niger, dans certaines zones d'insécurité, la radio même est fonctionnelle? Bon, moi, ce que je constatais avec la radio, c'est qu'on peut être relativement à distance, n'est-ce pas, et diffuser. Moi, je sais que, par exemple, une radio qui est dans la ville de Difa, n'est-ce pas, peut toucher tout le nord-est du Nigeria facilement, n'est-ce pas? Mais aussi, bon, c'est vrai que c'est la proximité et les gens, pour écouter, ont besoin des informations qui touchent à leur vie de tous les jours, mais il y a toujours moyen de le faire. C'est vrai que le journaliste non plus n'est pas en sécurité pour aller toucher du doigt mais vraiment, je pense que la radio est en tout cas le meilleur média qui s'y y compris pour lutter vraiment ou pour vraiment revaloriser la paix, pour faire la promotion de la paix, c'est aussi la radio. Parce qu'on a l'avantage que la radio permet facilement de parler un langage facile. En fait, c'est le français facile, le Hausa facile, le Kanuri facile. La radio permet aussi de faire ça, de faire intervenir avec beaucoup de facilité tous les acteurs d'une société. Donc, je pense que c'est le meilleur vraiment créneau. D'accord. Alors vous, Maïmouna, la radio, comme l'a dit Arimi, reste et demeure le meilleur média qui touche vraiment la population au fin fond même du Niger. Vous, quelles sont vos appréciations face au contenu même des radios, que ce soit communautaire, privé, surtout communautaire? D'abord, comme l'a dit Arimi, la radio reste en tout cas le meilleur outil de communication de par le monde. Et la radio joue un rôle, en tout cas, un rôle prépondérant par rapport à la paix, à la cohésion sociale. Mais c'est les contenus. Justement, oui. Les contenus de ces radios sont en tout cas à améliorer. Il y a des contenus des radios communautaires, par exemple, qui ne jouent pas leur rôle. Il y a des radios privées qui ne jouent pas leur rôle. Parce que quand vous dites communautaire, vous êtes à mesure, en tout cas, d'être à proximité des populations. Tout ce qui touche cette population doit faire l'objet de communication, doit faire l'objet de sensibilisation, doit faire l'objet d'approche. Et je me dis que c'est là où il faut valoriser, il faut améliorer les contenus de ces radios-là. Si aujourd'hui, une radio qui émet pendant plusieurs années, 20 ans, il y a des radios qui ont aujourd'hui plus de 20 ans d'existence, mais si aujourd'hui ces radios sont délaissées en faveur de certaines radios, de certains médias de production ou bien de certaines télévisions, c'est parce que tout simplement le contenu, ceux qui écoutent sont
en tout cas, ne sont pas scotchés, ne sont pas, Mhm. en fait, d'accord avec Il le faut contenu. proposer Des thématiques qui oui. intéressent ces populations-là. Justement, qu'est-ce que vous proposez, vous peut-être? Oui, des thématiques, quand je dis des thématiques qui intéressent les populations, aujourd'hui, nous sommes dans une situation, par exemple, d'insécurité. Oui, oui. Ces populations ont besoin, les gens qui écoutent, ou ceux qui ne sont pas dans la zone, mais qui sont à proximité de la zone, ont besoin de connaître d'abord comment est-ce que ces populations vivent. Est-ce que ces populations ont accès au centre de santé? Est-ce que aujourd'hui, face à cette insécurité, comment est-ce que s'y prendre? Comment s'y prendre? Voilà en fait des thématiques, des choses où il faut aller dans le sens de la sensibilisation. Plus vous créez des contenus, en tout cas de sensibilisation, des contenus qui captent l'intelligence de ces populations, plus vous arrivez à vivre aussi longtemps. Donc cette radio peut vivre aussi longtemps. Et avoir une meilleure audience, oui. Une meilleure audience. Mais quand le contenu n'est pas bon, vous perdez l'audience. Vous perdez l'audience. Et il faut toujours être crédible. Ça veut dire que les informations que vous donnez des informations crédibles. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes submergés par les réseaux sociaux. Il y a des informations qui passent déjà sur les réseaux sociaux avant même que la radio donne ces informations-là. Surtout peut-être à l'ère du numérique aussi, voilà. Elles doivent s'y adapter vraiment. Évitez surtout de faire du copier-coller. Voilà. Parce que plus vous faites du copier-coller, c'est-à-dire que vous ne faites pas votre travail et le travail de qualité. Voilà. Merci donc bien. Améliorer les contenus, c'est juste ça. Ousseini Issa, comme je le disais, le thème de cette journée de la radio célébrée le 13 février, c'est Radio et Paix. Et nous savons qu'ici au Niger, plusieurs localités sont en proie à l'insécurité. Vous, quels sont les programmes que vous pensez vraiment ou les contenus que ces radios communautaires doivent améliorer ou mettre en avant pour prévenir les conflits, pour consolider la paix? Mais il faut d'abord commencer par distinguer deux catégories de radios. Il y a les radios communautaires qui ont quand même une vision, qui ont une spécificité. C'est des radios, comme le nom l'indique, qui sont implantées au niveau d'une communauté, qui essayent de faire un certain nombre de choses par rapport à la sensibilisation des populations locales, par rapport aux préoccupations et tout et tout. C'est une radio qui est concentrée sur... Uniquement pour n'est-ce pas? Cette cause. Je ne veux pas dire qu'ils ne s'intéressent pas aussi à ce qui se passe au niveau national. Mais la priorité, c'est d'abord, comment vais-je dire... Comment satisfaire la communauté, les besoins locale, en matière de communication des populations locales. C'est ça la vocation des radios communautaires classiques. Et il y a les radios, bien évidemment, commerciales, les radios privées. Bon, les radios privées, évidemment, comme le nom l'indique, c'est des radios qui cherchent quand même à essayer de grandir à travers les activités, les prestations et tout et tout. Ils font un travail de service public. Pour pouvoir comment vivre à travers les ressources. Les ressources, il faut qu'ils génèrent des ressources pour pouvoir faire face aux charges. Maintenant, que ce soit les radios communautaires comme les radios privées commerciales, c'est des radios qui sont confrontées à des difficultés. Je commence par dire que moi, le meilleur outil pour moi, que j'ai toujours admiré, c'est d'abord la radio. Ça, je ne l'ai pas précisé. Ça dépasse la télé à mes yeux, ça dépasse, comme avait dit, tout ce qu'on appelle nouvelles technologies. Ça dépasse parce que la radio, quelle que soit la distance où vous vous trouvez, vous êtes informé en temps réel, par rapport à ce qui se passe ailleurs, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je considère que c'est un outil irremplaçable, n'est-ce pas? Ils font ce qu'ils font, elles font ce qu'elles peuvent faire dans les communautés où elles sont implantées en matière de sensibilisation sur les questions de paix, pour prévenir les conflits intercommunautaires. Ça, c'est du ressort de ces radios-là. Il faut un travail. Elles doivent s'améliorer. Voilà, mais s'améliorer s'il y avait des moyens. Vous savez, un peu au niveau des communautés, les radios communautaires, là, souvent, c'est du bénévolat. Le plus souvent, c'est du bénévolat parce que dans la définition, le cahier de charges même, on dit qu'ils n'ont pas vocation à faire des ressources. Alors, mais comment ils peuvent fonctionner? Tout à l'heure, Arrivi disait quelque chose, qu'il faut que les communautés participent. On met en place un mécanisme. Le plus souvent, vous constatez que ces radios communautaires, les animateurs qui viennent au bout d'un certain temps, ils s'en vont parce qu'ils sont débauchés par les ONG qui interviennent souvent dans la zone. Surtout quand vous êtes dynamique, vous arrivez à montrer que vous savez communiquer. Oui.
on les débauche parce qu'eux aussi, ils ont besoin quand même de se réaliser sur le plan. Voilà un peu la difficulté. Les autorités également doivent intervenir peut-être en les appuyant. Mais bien évidemment, c'est ça qui a manqué et c'est ça qui manque encore aujourd'hui. Parce qu'on a tendance à délaisser les radios au profit, comme on avait dit, des télés, les médias électroniques et tout et tout. Moi, je pense que la radio est irremplaçable. Si on veut trouver un plus grand nombre, parce que imaginez, c'est la radio, que vous ayez l'électricité ou pas, où que vous soyez, vous pouvez avec des batteries, vous pouvez, quel que soit le fin fond du Niger où vous vous trouvez, si vous avez une radio, un transistor, il suffit de mettre des piles et vous avez l'information, vous êtes au même niveau d'information que... Mais malheureusement, comme c'est le sentiment personnel, on a l'impression que la radio est de plus en plus délaissée, n'est-ce pas? Il y a moins de ressources qu'on affecte aux radios, n'est-ce pas, qu'aux autres médias. Et pour ce qui est de la paix, il faut un travail remarquable pour la paix. Mais il ne faut pas perdre de vue aussi avec un peu la question sécuritaire, la crise sécuritaire qui sévit dans plusieurs de nos... Oui, les radios communautaires sont souvent confrontées parce que, vous savez, c'est sensible. Quand les gens ils font les animations, aujourd'hui, les radios communautaires sont aussi exposées aux attaques. Parce que vous êtes dans la zone où vous permettez de critiquer ces gens. Et il faut vous attendre à ce que... Ce sont là donc beaucoup de défis, des difficultés. C'est des difficultés réelles qui sont là. Vous ne pouvez plus faire un travail autour de cette crise sécuritaire de manière vraiment libre. Libre. Parce que vous vous exposez. Il ne faut pas perdre de vue qu'ils viennent dans le village. Ils vous écoutent. Alors, si vous critiquez ou vous parlez mal d'eux, il n'est pas évident qu'ils viennent vous chercher après. Et il n'y a personne pour vous protéger. C'est ça la principale difficulté aujourd'hui des radios communautaires. Ils font des sensibilisations sur les maladies, sur un certain nombre pour prévenir les conflits éleveurs-agriculteurs. Mais sur la crise sécuritaire en tant que telle là. Aujourd'hui, vous voulez la paix, vous vous taisez où? Alors, beaucoup de défis vraiment auxquels font face ces radios communautaires, mais on les encourage vraiment pour améliorer leur émission, les contenus, pour vraiment prévenir les conflits et consolider la paix dans leur localité. Le 13 février, c'est d'ailleurs le jour choisi par le studio Kalangu pour lancer sa nouvelle émission dénommée Le Niger sur Kalangu, une émission d'1 heure qui permettra de toucher diverses thématiques selon la représentante nationale de la Fondation Hirondelle dans un point de presse. Écoutons Karine Diskevich. Sur le lancement de notre nouvelle émission Le Niger sur Kalangu. Le Niger sur Kalangu, c'est une émission d'1 heure diffusée par 21 radios partenaires, en tout cas cette année, dans les 8 régions du pays que nous lançons aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de la radio. Cette émission va rythmer la semaine du lundi au vendredi de 11h à midi. Elle est produite en complément de l'émission d'information et de débat du studio Kalangu chaque soir de 17h à 19h que vous connaissez bien déjà. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production de mi-journée dont le but est de parler au plus grand nombre de Nigériens et de Nigériennes. Au programme, un flash info, des informations en région, une revue de presse hebdomadaire, des portraits de Nigériens et de Nigériennes d'horizons divers, mais aussi une plage santé, justice, environnement, entrepreneuriat, une page consacrée au sport, à la culture, au numérique, à l'histoire du Niger. La culture linguistique sera également abordée à travers une rubrique qui permettra de découvrir des mots et expressions dans les langues nationales, en français et en anglais. La musique et les musiciens nigériens et nigériennes seront aussi à l'honneur à travers de nombreuses virgules musicales. C'était là donc la représentante nationale de la Fondation Hirondelle, Karine Diskevich, au cours du point de presse. Comme vous venez donc de l'entendre, diverses thématiques seront abordées au cours de cette nouvelle émission de Studio Kalangu, que ce soit du sport, de la santé, de la culture générale. Monsieur Arimi, comment vous appréciez cette initiative de Studio Kalangu? Je pense que c'est, comme a eu à le dire Karine, hein, c'est dans la droite ligne de ce que nous sommes en train de faire actuellement, et avec plus de divertissement, et certainement avec plus de public, parce que apparemment
chacun trouvera son compte. N'est-ce pas, de la musique, du sport, de la culture en général, de la politique, de la société. Vraiment, c'est comme un gros magazine, n'est-ce pas, qui sera réalisé chaque semaine et qui va ramasser vraiment l'actualité de la semaine, quelque chose comme ça. Et avec vraiment le professionnel que vous êtes, qui sera choisi et traité, je pense que ça sera quelque chose de joli. Bon, ça c'est mon point de vue de professionnel de la chose. Ça fait partie des choses que j'adore, que j'aime bien. Je pense que j'ai toutes les raisons, mais aussi le public aussi va s'en sortir à mon avis. Il suffit de fidéliser. L'heure qui a été choisie, 11 heures, c'est une très bonne heure d'écoute. Généralement, même les annonceurs choisissent cette heure-là parce que c'est l'heure où on est venu au boulot, ça s'approche de la pause. Si c'est au village, les mamans sont autour de la cuisine avec leur poste radio à côté. C'est l'heure où, quand c'est les vacances, les jeunes se retrouvent autour du thé avant de rentrer à la maison pour le déjeuner, ainsi de suite. Je pense que c'est une très belle idée. Et comme vous savez prendre les choses et les mener jusqu'au bout, je pense que ça va réussir vraiment et ça sera vraiment du bon boulot, bon exemple certainement pour tout le monde. Merci bien. Alors vous, Maimouna, quels sont vraiment vos souhaits pour la bonne marche de cette nouvelle émission de Studio Kalangu, le Niger sur Kalangu? Est-ce que d'ailleurs vous avez écouté une... Oui, j'ai déjà écouté l'annonce. Et je me réjouis de savoir qu'au moins, il y a aujourd'hui une radio de production qui arrive à faire des merveilles. Et je vous encourage, je vous félicite pour vraiment la création de cette émission, la production de cette émission. Ça veut dire quoi? Dès qu'on écoute le Niger sur Kalangu, on sait que vraiment c'est quelque chose où tout le monde va se retrouver. Les jeunes, les grands, les amateurs de sport, il y a tout en fait. C'est comme si quand on part au marché, on prend son panier et on met toutes les légumes s'y trouvent dedans pour faire une bonne sauce. Chacun y trouvera son compte. Donc ça veut dire que vraiment je vous encourage et vu le professionnalisme en tout cas, je sais que vous allez faire encore mieux et qu'on peut s'attendre à cette année 2000, à la fin de 2023, à une autre émission pourquoi pas qui sera lancée. On l'espère bien. Alors vous, Seyni Issa, un mot sur cette nouvelle émission de Studio Kalangu? Mais ce que je veux dire, je constate que cette nouvelle émission, c'est une espèce de condensé un peu de pratiquement tous les sujets qui sont quotidiennement abordés dans les médias, que ce soit la politique, que ce soit la culture, que ce soit le sport, que ce soit, comme avait dit, le divertissement. Vous essayez de faire un condensé pour pouvoir donner un peu, comment dirais-je, satisfaire les attentes de toutes les couches sociales, n'est-ce pas? Et moi, je trouve en cela que c'est une bonne chose. Et ça peut permettre, en définitive, de donner encore plus de consistance à ce que vous êtes en train déjà de faire. Je souhaite bon vent à cette nouvelle émission. Merci bien. Bon vent donc à cette nouvelle émission, le Niger sur Kalangu. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre. Deuxième sujet de ce forum de la presse, c'est l'attaque menée le vendredi 10 février à Intagamay, département de Walam, à la frontière malienne. Le bilan officiel est de 10 militaires tués, 13 blessés, 16 personnes disparues et 3 véhicules détruits du côté de l'armée nigérienne. Selon le gouvernement, il s'agit d'un détachement de l'opération Al-Mahaou, en patrouille de la zone qui est tombée dans une embuscade tendue par un groupe d'hommes armés. Côté ennemi, le bilan n'est pas encore déterminé. Je reste toujours avec vous, Seyni Issa. Comment avez-vous accueilli cette information? Bon, ça a été un choc, n'est-ce pas? Ça a été un choc parce que pour moi, avec l'implantation des forces étrangères dans cette zone, je me suis dit que bon, peut-être parce que le gouvernement a dit qu'ils sont venus nous soutenir. Mais voilà, malheureusement,
on se trouve dans une situation dramatique comme ça où un convoi, une patrouille militaire tombe dans une embuscade de cette nature. Avec un bilan lourd. Avec un bilan lourd, parce que les gens sont en train aujourd'hui de contester le bilan fourni par le gouvernement, n'est-ce pas? Et moi, je me dis, en cette matière, c'est qu'il faut dire la vérité aux citoyens. Parce que, quoi qu'on dise, les gens qui sont tombés, les soldats qui sont tombés, ils appartiennent à des familles civiles, n'est-ce pas? On ne peut pas éternellement continuer à taire ce genre de choses. Il faut être transparent en matière. Ça arrive. Le terrain est dangereux, c'est une zone d'insécurité. Mais la façon dont le gouvernement a essayé de gérer ça à travers le communiqué du ministère de la Défense, vous avez vu la polémique que ça a suscité. Vous pensez donc que le gouvernement doit être franc vraiment dans sa communication? Non, mais amateur, oui, bien évidemment, parce que le soldat, il est sorti d'une famille civile, n'est-ce pas? Quel que soit le choc que ça va faire, il faut toujours dire la vérité. Parce que imaginez tous ceux qui ont des parents qui sont dans les positions militaires là-bas, dans la zone là, certainement qu'ils ont dû appeler pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Quand on donne des chiffres qui ne concordent pas avec ça, vous voyez ce que ça fait. Peut-être c'est une stratégie, non, il n'y a pas de stratégie en cette matière. Oui. En cette matière-là, ce n'est pas bien. Il faut s'essayer de considérer que, parce que c'est d'abord des porteurs de tenue, mais c'est des civils avant d'être des porteurs de tenue, qui ont des femmes, des enfants, souvent pour certains d'entre eux, n'est-ce pas? Et moi, j'ai dit, il faut vraiment, ça montre que jusqu'ici, le dispositif n'est pas encore bien huilé. Qu'on me dise qu'une patrouille de ces tombe dans une embuscade où c'est des gens en moto, ce n'est pas en soi les attaques qui me surprennent, mais la facilité avec laquelle ceux qui viennent attaquer parviennent à s'enfuir. C'est ça que moi, je n'admets pas, je n'arrive pas à comprendre, parce qu'une fois qu'on a des vecteurs aériens, comme on dit, ils peuvent venir faire l'attaque, mais parvenir à s'enfuir là, c'est impossible. Il faut que ça soit, qu'on puisse mettre fin à ça. Ceux qui vont venir attaquer là, qu'on les massacre tous, pour que ça serve d'exemple à ceux qui vont vouloir aussi venir poser le même type d'acte. C'est en cela qu'on peut en finir avec. Mais ce n'est pas quand il y a l'attaque, après longtemps, on dit, il y a des, comment on appelle ça, les secours ou des machins, comment les renforts sont partis. Ça ne tient pas. Il y a quelque chose qui ne tient pas dedans, n'est-ce pas? Parce que ce genre de combat, certainement, ça a dû durer 2 heures. Ce n'est pas un combat flash, ça a dû durer peut-être 2 heures, 3 heures de temps. Les gens sont en train de chercher à se défendre. Vraiment, je présente mes condoléances aux parents des victimes et prompt rétablissement à ceux qui sont blessés. Mais Mouna, cette attaque contre les forces de défense et de sécurité de Ntagamay est une, on peut le dire, est la plus peut-être meurtrière enregistrée depuis presque 1 an. L'on se rappelle, il y a de cela peut-être depuis 2019, celle d'Inates qui a fait environ 111 morts et celle de Chinagoder de janvier 2020 où 89 soldats ont perdu la vie. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de cette situation? Êtes-vous d'avis avec Hussein que c'est vraiment une situation incompréhensible? Vraiment? Oui, en fait, avant même le communiqué du ministère de la Défense, les gens avaient des doutes. Parce que moi, quand j'avais entendu l'embuscade sur les réseaux sociaux, je me demandais, mais il y a d'autres qui parlent de plusieurs dizaines de morts. Oui. Et il a fallu tard pour que le ministère de la Défense communique autour de cette situation de 10 morts, 13 blessés, 16 portés disparus, 16 personnes. Et les personnes là, nous, on ne sait pas, c'est des militaires, c'est des forces de défense ou bien c'est la population. Bon, tout compte fait, c'est le bilan que le gouvernement a présenté au peuple nigérien. Ok, on s'y remet à ça. Mais maintenant, qu'on dise qu'ils ont eu le soutien aérien et ensuite qu'on nous dise que les djihadistes ont pu emporter des corps, et qu'on nous dise encore qu'ils sont retournés dans un pays voisin. Mais Nafisa, si, je pense que là, c'est là où on a tellement de doutes par rapport à l'efficacité du soutien aérien. S'il reste beaucoup à faire, si le gouvernement, vous pensez que le gouvernement ne communique pas bien sur cette situation, les forces de défense sur le terrain, comment ils doivent s'y prendre vraiment pour faire face à la situation? Nafisa, ils vont s'y prendre comment?
puisqu'on l'a toujours décrété ici. Quand ces forces de défense et de sécurité n'ont pas effectivement les moyens adéquats pour faire face à l'insécurité, pour faire face à l'ennemi, mais ils vont s'y prendre comment? Ils ne peuvent rien faire que d'être en face des gens ou bien de l'ennemi et s'en sortir. Pour ceux qui peuvent s'en sortir, malheureusement c'est ça. Mais qu'on me dise que moi, ce que je ne suis pas totalement d'accord par rapport à non seulement la manière dont le communiqué a été rédigé. Si vous dites qu'ils ont eu le soutien aérien, mais est-ce que ça vaut la peine de dire que l'ennemi a pu emporter ses morts? Non, c'est encore toucher la sensibilité de ces personnes-là, qui ont les enfants, qui ont perdu leurs enfants, qui aujourd'hui ne savent pas, ou est-ce que c'est les 16 là portés disparus, ils sont de retour ou pas. Mais c'est ça le gros problème. Il faut savoir des fois rédiger un communiqué. Je ne suis pas contre le fait qu'ils sont en train de rédiger le communiqué, mais il y a certaines choses que ça ne nécessite pas, en tout cas, qu'on le mette dans ce communiqué. Et tout ce que nous demandons, c'est vrai, nous prions pour l'âme de ces... Pour le repos de leur pour âme. le repos de leur âme, prompt rétablissement à ces blessés. Et également, nous prions pour que ces 16 portés disparus puissent, soient encore vivants. Et ce qu'il faut également attirer l'attention de l'État, on l'a toujours fait, on continue de le faire. Mettez nos FDS, nos forces de défense et de sécurité dans des conditions de le matériel, en tout cas de qualité. Fournir un dispositif de qualité. Vraiment, oui, de qualité. Et quand vous regardez, je pense bien que c'est dans la zone là, vers Bani Bangoula, qui a eu ce forum, non? Le dernier forum, oui. Le dernier forum, où on parle d'un forum qui a réuni les communautés pour que cette situation, pour le maintien de la paix. Mais quand vous parlez, quand les acteurs qui sont partis signer, mais est-ce qu'il y a les djihadistes dans ces acteurs-là? C'est ça, est-ce qu'il y a les porte-paroles de ces djihadistes-là? Moi, je pense que vraiment, dans cette zone, comme ils l'ont dit, dans cette zone où il y a la présence des forces, en tout cas étrangères, on ne pourra pas comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à un tel massacre. Arimi, quelle est votre analyse, vous, de cette situation? Écoute, comme Hussein l'a dit, comme Mouna l'a dit, en fait, je suis sincèrement choqué. Chaque fois que nos forces de défense et de sécurité prennent un tel coup, vraiment, c'est la mort dans l'âme. Ça touche et ça me choque. Et j'imagine que c'est le cas pour tous les Nigériens. Vraiment, on vit cette situation très mal, en réalité. D'abord, à Inates ou à Chinogader, n'est-ce pas, ou à Karamgwa, c'est des bases qui ont été attaquées. Donc, ce qui explique vraiment le très grand nombre de militaires tués. Mais là, selon toute information recoupée, j'ai l'impression quand même que c'est un convoi. Oui, n'est-ce pas? Oui, de l'opération Al-Mahou qui était en patrouille dans la zone. Et donc, c'est ce qui m'inquiète de l'ampleur que cette guerre-là prend, du risque auquel on est confronté. Je ne suis pas un stratège de la guerre. Je ne suis pas un spécialiste de la guerre, mais une force militaire en déplacement qui peut tomber d'un coup totalement dans une embuscade et se faire vraiment laminer de cette manière. Autrement dit, nos ennemis ne sont pas loin, n'est-ce pas? Et qu'ils sont à mesure d'avancer vraiment beaucoup plus rapidement qu'on le croit. Parce que je me dis que les militaires, des déplacements dans des zones d'insécurité m'ont fait comprendre qu'ils ont des éclaireurs à une certaine distance, qu'il y a le corps du convoi quelque part qui est appuyé en arrière par... Mais on dirait que
c'est en bloc qu'ils sont allés se livrer. Et ça, c'est dans une zone Mm-hmm. où il y a Al-Mahou, mais il y a aussi nos amis français, ils sont dans cette zone-là. Il ne faut pas qu'on se cache. Et je ne cesserai jamais de rappeler qu'ils ont les moyens de voir venir. Pourquoi ils ne les voient pas quand on vient nous attaquer? C'est extrêmement important, vraiment. Il faut qu'on relève ça et que nos dirigeants aussi nous entendent et qu'ils le disent. Vraiment qu'ils leur disent cela. Donc c'est en cela que c'est très choquant. Sincèrement, quand il y a une certaine accalmie, on a la naïveté de croire que c'est peut-être fini pour ce genre d'attaque où nous perdons beaucoup de frères, beaucoup de fils, vraiment. Et voilà, chaque fois, ça nous revient au visage. C'est invivable pour nous autres Nigériens, sincèrement, vraiment, que ça tombe dans une oreille vraiment attentive. Nous restons toujours dans la région de Tillabéri. Les populations de la commune de Gorwal qui ont regagné leur village vendredi après s'être réfugiés à Bankilare la semaine dernière à cause toujours d'attaques d'hommes armés non identifiés. Une opération initiée par les autorités nationales et ces populations ont tenu à remercier les habitants de Bankilare pour leur hospitalité et les autorités pour les forces de défense déployées dans la zone. Mais Mouna, pensez-vous que toutes les conditions vraiment sont réunies pour pouvoir penser à ramener ces populations chez elles? D'abord, je ne pourrais pas dire, parce que je ne suis pas partie sur le terrain pour pouvoir constater, il faut le dire, mais si ces populations ont tenu à retourner avec justement ce sentiment du gouvernement à ramener ces populations, c'est-à-dire que le gouvernement, l'État a eu le temps donc de mettre à la disposition de ces populations, de les mettre dans les conditions, surtout les conditions sécuritaires, parce que c'est ça aussi. Mais est-ce que les conditions sécuritaires là, est-ce que le temps, est-ce que ça va perdurer? Est-ce que ces populations seront véritablement sécurisées? Mais c'est ça les questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on a assez suffisamment de forces de défense et de sécurité pour pouvoir les déployer là-bas? C'est toujours la question du dispositif sécuritaire. Le dispositif sécuritaire, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est pas seulement l'alimentation, non. Mais il faut donner la possibilité à ces populations d'être sécurisées. Et aujourd'hui, si ces populations sont retournées, c'est parce que tout simplement, on leur a donné, on les a mis dans la confiance, de retourner. Et ces populations sont retournées. Maintenant, prions qu'il y ait la stabilité dans cette partie, en tout cas de la région de Tillabéri, et prions que ça dure. Prions que ces mêmes populations n'auront pas encore à quitter et revenir là où elles étaient la dernière fois, justement, à Bankilare. Voilà, parce qu'on aurait appris aussi vers Dargol que des enseignants ont été, ne serait-ce que hier, sommés de quitter et de fermer les écoles. Donc voilà, c'est inquiétant aussi. Ousseini, la situation perdure toujours, mais le ministre de l'Intérieur qui supervisait l'opération du retour de ces populations a tenu à rassurer vraiment ces populations que des mesures sont prises par le gouvernement pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Êtes-vous vraiment optimiste quant aux propos du ministre? Nafisa, moi je dis non. Pourquoi? Non, c'est trop facile de prendre les gens. Personne ne veut quitter chez lui, n'est-ce pas? Comme ça, parce que les menaces sont un peu légères. C'est parce que c'est grave. Tégué là, ça fait plus de 6000 personnes. Le village entier s'est déplacé. Avant que le village se déplace, les populations ont alerté. Ils ont alerté, oui. N'est-ce pas? On a laissé que les gens se déplacent. Comme c'est le cas également des populations de Gorwal, les populations qui se sont réfugiées vers Bankilare et vers Terra. Ils ont l'information. C'est bien beau de faire ce spectacle-là. Allez dire aux gens, retournez chez vous. Le jour peut-être du retour, le dispositif va être là. Pendant une semaine, il y a un petit dispositif qui est là. Mais le dispositif va être là pendant combien de temps? On a vu dans l'Anzourou. On les a ramenés, on a dit aux gens, désormais, on va vous sécuriser. Malheureusement. Aujourd'hui encore, les gens sont en train de quitter l'Anzourou. Moi, je dis, il faut prendre le taureau par les cornes. Dans cette zone, ils savent, ils sont conscients de ce qui se passe. Quand des gens, en moto, ils ont une
facilité de mobilité. Quand ils se regroupent souvent, ils informent. Ils informent, les populations informent, hein, les autorités, mais personne ne réagit. Alors, qu'on prenne les dispositions pour sécuriser ces villages-là. Les gens ne demandent pas mieux que ça. Personne ne veut aller vivre chez quelqu'un. Ce n'est pas la nourriture qui les a fait quitter, c'est la peur de perdre leur vie qui a fait qu'ils sont partis de chez eux. Le gouvernement donc a le devoir d'assurer vraiment... Non, ce n'est pas venir faire devant un micro dire qu'on va créer les conditions. Non, créer les conditions. Les gens même vont, les populations elles-mêmes vont dire vraiment ça va, la paix est là. Mais faire ça sur une semaine ou 2 semaines et après la situation recommence, c'est à ça qu'on assiste dans cette zone-là. Je suis désolé de le dire. C'est bien beau de venir devant les télévisions, les caméras et tout, dire qu'on a retourné. Mais le plus important, le sentiment d'amertume dans cette zone-là, quand vous allez causer avec les gens, vous allez sentir que, véritablement, il se pose même la question si le gouvernement s'occupe. Ça ne fait pas longtemps que les gens de Goro, elles sont sortis, les ressortissants. Pour dire si le gouvernement ne les sécurise pas, ils vont se donner eux-mêmes les moyens de se sécuriser, n'est-ce pas? Et ils savent pourquoi ils l'ont dit. Parce que personne ne peut voir ses parents abandonnés. Il y en a qui ont abandonné leur champ pendant 4 ans. Alors, Arimi, que doit donc faire l'État vraiment face à ces défis sécuritaires de la région de Tillabéri? J'avoue que c'est complexe, l'insécurité à laquelle notre pays et nos voisins vraiment sommes tous confrontés. Sincèrement, il faut le savoir, parce que la question de la population, ils viennent les menacer, on les ramène et le gouvernement dit qu'il n'a... En fait, c'est un aveu. Le fait qu'on amène un poste, puis les postes quittent parce qu'il doit aller quelque part, il est incapable de garantir la sécurité de ces villages-là. C'est tout simplement une situation à laquelle on est confronté et qu'on doit chercher plus de moyens. On doit recruter plus de militaires, plus de moyens, d'acheter plus de moyens pour, s'il le faut, sécuriser chaque localité. Parce que la population est souvent informée que ceux-là qui vont venir, et s'ils les trouvent là, parce qu'ils n'ont pas besoin, ils ont besoin d'un espace libre pour faciliter leur déplacement. Et c'est comme un territoire conquis une fois que la population sur place quitte. Et donc, vraiment, il y a de l'adaptation, de la réflexion, de la prévention. Le défi est énorme. Il est sincèrement énorme et chacun doit apporter du sien. On est sincèrement, c'est apparemment pas demain la fin de cette situation-là. Et ce qui se passe au Mali, au Burkina, ne peut que contribuer à aggraver. Son élargissement en Afrique de l'Ouest, ailleurs, peut arriver. Et donc, prenons le taureau par les cornes. C'est un exploit, je reconnais la situation plus ou moins vivable de notre pays, mais on a besoin de plus que ça pour que notre pays se développe. N'est-ce pas? La paix sans quoi on ne peut absolument rien faire. N'oublions pas ces enfants de Tillabéri qui ne vont pas à l'école depuis combien de temps. La population qui ne cultive pas pendant combien de temps. Et le déplacement, sa gravité. Même ceux-là qui se sont déplacés pendant un petit bout de temps, plus rien ne sera comme avant pour leur eux. vie, à plus forte raison, plus on est loin de chez soi pendant un long moment, moins on a la maîtrise de ses choix. Et moins on a perdu un petit quelque chose de nous-mêmes. Et donc vraiment c'est... Oui, en fait, c'est pour ne pas dire. C'est extrêmement grave ce qui est arrivé. Et on doit se concentrer. On ne doit pas être diverti par autre chose que cette question de sécurité avant tout. Les défis sont énormes donc pour faire face à cette question d'insécurité qui prévaut dans la région de Tillabéri. Oui, rapidement, Ousseini, on est à la fin. Parce que moi, je cause avec des gens. Ils disent, quand ils les voient, ils signalent la présence de ces gens-là. Et on les laisse jusqu'à ce qu'ils attaquent. On a comme l'impression que les gens, ils sont... Vous avez eu vent
qui sont dans cette zone. Ils sont venus dans le village, ils ont menacé. C'est tout normal, c'est tout normal. Alors. Mais vous les laissez, mais alors, comment voulez-vous que les populations... Beaucoup reste à faire. Donc, nous espérons vraiment que la situation soit prise au sérieux par les autorités pour vraiment faire face à cette situation d'insécurité. Et c'est ici donc que prend fin le forum de la presse de ce vendredi 17 février 2023 qui est diffusé d'ailleurs sur nos 52 radios et 7 télévisions partenaires dans tout le Niger. Nous étions en compagnie de Memoune Diado, journaliste indépendante, Abakari Arimi, journaliste à la radio alternative, Ousseini Issa, journaliste indépendant. La technique est assurée par Amina Hassan, la régie vidéo Issa Lawali. Je suis Nafis Adam Sirfo à la modération. Merci donc à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le rendez-vous des jeunes samedi et dimanche de 17h avec l'actu des jeunes suivi de Tous à la Fada et à partir de 18h15 vous suivrez le forum en Hausa et en Sarma. Au revoir.